Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là en fait parmi vous. Plus qu'un plaisir, c'est un honneur d'être parmi d'aussi hauts potentiels que vous et d'être parmi les leaders ou les futurs leaders en fait du Maroc de demain, Inch'Allah. En prime abord, permettez-moi de remercier la direction générale pour son invitation, de remercier aussi le comité d'organisation. D'ailleurs, en fait, plus que de remerciements, je vous demanderai même en fait de les applaudir pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Alors, je me présente, Anil Laridi. Je suis aujourd'hui parmi vous en qualité de directeur général adjoint en charge de la stratégie commerciale, marketing et développement pour le groupe Colas, notamment pour la division RA et infrastructure. Je suis également vice-président de BGP International et de pas mal d'investment funds, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine et en Asie. J'ai à mes côtés aujourd'hui un panel qui est riche de par ses profils, de par ses expériences. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais leur demander en prime abord de se présenter, de vous parler de qui ils sont, avant de faire un petit prélude à notre thématique d'aujourd'hui qui est des plus intéressantes et qui est en fait un rapprochement entre la pluridisciplinarité dans le métier d'ingénieur et la spécialisation. Donc, je commence en fait par Sakopej, je vous en prie. Oui, je m'appelle Khaïd Kopej, donc je suis ingénieur de l'école centrale Marseille, connu, je pense, des élèves ingénieurs de l'école Hassania, puisqu'il y a une convention signée entre les deux écoles et il y a une nouvelle formation. Et je suis également président de l'association marocaine des ingénieurs de l'école centrale Marseille et directeur général de Wafa LD, qui est une filiale de la banque Tijari Wafa. Merci, je suis Naïm Lhlou, docteur en énergétique. J'étais professeur à l'école Hassania. Entre 1980 et 1985, j'étais chef de département. Aussi, j'étais responsable du concours d'entrée à l'école Hassania, en charge de la mise en place des programmes des classes préparatoires, notamment la partie physique. Et aujourd'hui, je suis directeur général d'un bureau d'études à Casablanca. Donc vous comprenez combien je suis très heureux aujourd'hui d'être ici, dans cet amphi, avec mes anciens collègues et amis enseignants de l'école Hassania. Et donc je remercie beaucoup monsieur le directeur de l'école de son invitation, le comité qui organise cette importante réunion. Et j'espère que tout à l'heure, on vous donnera tous les éléments d'information, notamment par rapport aux filières de formation et par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la pluridisciplinarité. Oui, bonjour, je me présente, je suis Daniel Claret, je suis ingénieur mécanicien. Je fais mes études à l'école polytechnique à Lund, en Suède. Je suis suédois, mais je suis ici au Maroc depuis le début de 2012. J'ai travaillé pendant 3 ans. Comme ça, c'est mieux, n'est-ce pas? C'est bien. Oui, j'ai travaillé 3 ans en Suède. Ça va trop fort, un instant. Bon, j'espère que ce sera mieux comme ça. J'ai travaillé 3 ans en Suède comme ingénieur mécanicien. J'ai fait des essais de choc, par exemple pour les grands constructeurs de voitures, d'autobus en Suède. Et j'ai travaillé comme consultant pour pas mal de compagnies. Mais maintenant je suis là au Maroc pour travailler pour le bureau de commerce extérieur de Suède. Et je suis très content d'être ici et dans le table rouge aujourd'hui pour partager mes expériences. Excellent. Donc, on me dit souvent, moi qui ne suis pas ingénieur de formation, que les ingénieurs ils vont dire droit au but. Donc, je vais respecter cette tradition et on va y aller.
Donc la thématique d'aujourd'hui, en fait, c'est la pluridisciplinarité, comme vous le savez tous. C'est un débat d'actualité, c'est une réalité. Mais par contre, ce n'est pas un débat qui date d'hier, ni même d'aujourd'hui. C'est un débat qui a toujours existé. C'est un débat qui existait auprès en fait, des Égyptiens quand ils voulaient bâtir les pyramides. C'est un débat qui a existé de la période d'Aristote et des Grecs, c'est-à-dire depuis plus de 2000 ans. C'est un débat qui a existé en fait, auprès des Romains quand ils bâtirent leur empire, qu'ils devaient bâtir ces fameux aqueducs et ces fameux viaducs. Et vous êtes des ingénieurs en, fait, en travaux publics, donc vous y connaissez mieux que moi. C'est un débat qui a subsisté avec un certain Leonardo da Vinci, c'est-à-dire la période de la Renaissance italienne, mais c'est un débat qui a connu un point très focal avec l'avènement de la révolution industrielle. Pourquoi cela? Parce que dans la ancienne philosophie économique de Jean-Baptiste Say, quand on parlait d'industrialisation au départ, on parlait d'optimisation des coûts, d'optimisation de la production, ce qui a tendu à la spécialisation dans le métier en fait, d'ingénierie, auprès des ouvriers, etc., etc. Et cette spécialisation, elle fut en fait le principe de la pensée managériale, économique et d'ingénieur, de formation aussi, pendant toute une période, jusqu'à ce qu'on bifurque vers, d'ailleurs elle connu son apogée auprès de Ford et de Taylor, les soviétiques aussi, ils ont en fait repris le même module, mais par contre, il faut en fait se rappeler d'un point qui est très important, c'est que pendant cette période-là, l'environnement il était perceptible. On pouvait s'attendre à ce qui se passait en fait, ce qui se passerait dans le futur. D'ailleurs, même les plans, ils étaient établis en fait sur une durée en fait de 10 ans, 15 ans. C'est vous dire en fait ô combien la planification elle était facile. Maintenant, nous vivons dans un monde, comme vous le savez très bien, et d'ailleurs mieux que moi, où il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières logistiques, ce qui permet en fait un transport des personnes et des marchandises un peu partout. Il n'y a plus en fait de barrières informationnelles grâce aux TIC, aux technologies en fait de l'information et de la communication. Il y a des innovations qui voient, même pas en fait j'allais dire tous les jours, mais toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, ce qui fait en fait en sorte qu'on ne peut plus réellement faire en fait du forecast de l'environnement. Donc on est passé d'une logique de planification où les plans étaient sacrés à une logique où on se doit de s'adapter. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est un prélude aussi quand on parle en fait de planification, qui est-ce qui les réalise? En prime abord, c'est vous autres. Élève ingénieur aujourd'hui, ingénieur demain, directeur de projet, et voire même directeur de société et de grands projets par la suite. Quand on a besoin aujourd'hui de gens qui peuvent en fait travailler sur plusieurs fronts, qui ont des capacités assez spéciales, non seulement techniques uniquement, mais aussi des capacités humaines, des capacités de mobiliser les femmes et les hommes. D'ailleurs, en fait, en parlant de femmes et de hommes, je suis heureux de voir que la parité elle est respectée aujourd'hui. En fait, autant dans le public en fait, de jeunes ingénieurs femmes qu'hommes, et je me permets encore une fois de vous demander de vous applaudir vous-même, parce que vous m'avez fait. Alors, ceci dit, je vais passer en fait la parole à nos chers panélistes, mais avant cela, je suis tenté de vous poser une question qui est toute simple. C'est quoi pour vous, jeunes ingénieurs, la pluridisciplinarité? Et j'ai envie en fait de voir en fait des mains et des propositions en deux mots. C'est quoi la pluridisciplinarité pour vous? Je vous en prie. C'est Hamid. Qui est en haut? Vas-y. Salam alaikum. Pour moi, la pluridisciplinarité, c'est une mutation d'ingénieur qui est tout d'abord un technicien dans un domaine bien précis et qui par la suite se développe pour devenir pluridisciplinaire ou polytechnique. Et c'est une étape nécessaire pour devenir un manager de demain qui sera aussi un leader de notre pays, le Maroc. Magnifique, merci beaucoup, franchement. Je retiens en fait de ce que vous avez dit trois choses. Mutation, le futur, et un leader pour notre pays, pour le Maroc. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous remercie encore une fois. Alors une autre définition, s'il vous plaît, vous en prie. Devenir spécialiste dans une autre discipline. Magnifique, merci madame. La première, c'est être pluridisciplinaire en technique même. Et, par exemple, être un ingénieur en une spécialité et s'éloigner de cette spécialité pour être un érudit et être polyvalent. Et encore, la deuxième, c'est s'éloigner de la technique et devenir polyvalent dans le management, l'économie, pour atteindre le niveau de leader et de manager. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît. Managérial, technique, leadership. Magnifique. Magnifique. Alors, bonjour. Pour moi,
simple étudiant à l'HTP. Alors, la pluridisciplinarité consiste en premier lieu à maîtriser mon job, mon boulot qui est les travaux publics. Mais bien sûr, dans le futur, Inch'Allah, je serai en face de projets, en face de problèmes qui font intervenir plusieurs domaines. Donc, il n'y aura pas que des problèmes techniques reliés à ma propre discipline, mais bien sûr, il y aura d'autres problèmes d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique même. Donc, il faut que je sois polytechnique pour pouvoir régler tous ces problèmes. Deux problématiques importantes sur lesquelles on va essayer de travailler tout au long en fait, de ce panel avec nos chers panélistes et qui seront, de quoi notre pays, le Maroc, a besoin aujourd'hui en termes de formation d'ingénieurs, de quoi aussi il aura besoin dans le futur, parce qu'il faut faire du forecast aussi de l'avenir, d'accord? Parce que c'est vous les leaders encore une fois de ce Maroc, les futurs leaders Inch'Allah. Et le deuxième point qui est très très important, c'est à l'échelle micro, de quoi vous avez besoin en matière de pluridisciplinarité, quelles sont les technicités, quels sont les savoirs dont vous aurez besoin pour réussir, aussi bien dans une entreprise, mais aussi pour créer votre propre structure par la suite, et pour réussir tout court, et pour gagner de l'argent, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. D'accord? Donc, si vous voulez bien, on va céder la parole aux panélistes. Comme ça, en fait, chacun d'entre eux, déjà, en fait, commence par définir cette notion de pluridisciplinarité, comment ceci, en fait, a traité des problématiques dont on vient, en fait, de soulever. Et donc, je vais, en fait, commencer par Minal Yamin ou Laukana Omar. Je vais commencer par votre cher docteur Al-Hlouf. Je vous en prie, docteur. Merci. Bien évidemment, comme je suis un ancien de l'école Hassania et comme je connais relativement bien les différentes filières de l'école Hassania, mais aussi le tissu économique au Maroc, puisque j'ai quitté l'école Hassania en 1985, donc ça fait bien quelques années déjà. Je voudrais ajouter par rapport à la consistance des filières de formation, je voudrais ajouter, je dirais, le contexte économique qui, par lui-même, va nous induire des notions de pluridisciplinarité. En somme, si par exemple je prends la filière de génie civil, qui est une excellente filière, qui répond aux besoins du marché, en compétences de haut niveau, je voudrais rappeler que le Maroc est en chantier, puisque partout, nous voyons des chantiers, et je dirais en termes de construction, aujourd'hui il y a un déficit d'environ 800 000 logements au Maroc, et le but c'est de parvenir à 400 000 logements d'ici 2016. Donc c'est dire que les marchés de génie civil existent, et vous le savez bien, sauf qu'il y a une véritable adéquation dans laquelle, outre, je dirais, les concepts de génie civil classiques, les métiers de base, il y a des concepts qui sont liés à l'économie, à la finance, à la gestion des projets. Et comme il vient d'être cité, vous êtes les managers de demain, par conséquent, vous allez, je dirais, être des chefs de projet, des responsables de projet, et à tout moment, vous allez être appelés à mettre en place des techniques de gestion et d'optimisation des projets. Donc je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques qui sont appréhendées en termes de métier d'ingénieur, parce qu'il ne faut pas simplement penser à la construction de bâtiments, mais aujourd'hui, et vous le savez, vu la situation énergétique du Maroc, puisque nous avons une dépendance énergétique de près de 97% de l'extérieur, au Maroc, nous sommes extrêmement sous pression par, je dirais, notre dépendance. Il faut mettre en œuvre des projets, des bâtiments qui sont intelligents, peu consommateurs d'énergie, mais pour cela, il y a des besoins complémentaires de compétences, notamment l'optimisation de l'enveloppe du bâtiment. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire je vais réaliser un bâtiment, maintenant il faut réaliser un bâtiment intelligent. Un bâtiment intelligent qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, qui protège l'environnement. Et aujourd'hui, plus que le bâtiment, le Maroc se dirige aussi vers des villes nouvelles. Vous le savez, le Maroc est en train de mettre en œuvre 5 villes nouvelles, une toute proche de Casablanca, Al-Khayaïta, vers Hedzouani. C'est une ville
je dirais, qui mérite une attention particulière, puisqu'elle bénéficie dès le départ de conceptions où la maîtrise d'ouvrage a pensé à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, pour faire de cette ville une ville, je dirais, à énergie réduite ou bien énergie positive. Deuxième volet qui me semble très important en termes de pluridisciplinarité, si je prends par exemple la deuxième filière qui est liée par exemple à l'hydraulique, à la protection de l'environnement, c'est quand même aujourd'hui, le Maroc est en train de rattraper tout ce qui a été retard en termes d'assainissement liquide, et aujourd'hui, vu les ressources hydriques au Maroc qui ne sont pas très importantes, le Maroc est en train de mettre en place des stations d'épuration des eaux intelligentes, et nous avons aujourd'hui des stations comme à Marrakech, comme à Fès, Agadir, bientôt Rabat, etc. Des stations non seulement qui permettent de purifier, de traiter l'eau, mais aussi de produire de l'électricité en récupérant, je dirais, le biogaz et en utilisant des installations de cogénération. C'est pour vous dire que, en matière d'hydraulique, en matière de protection de l'environnement, aujourd'hui, il y a des besoins en compétences. Et enfin, la dernière filière qui me semble extrêmement importante, à laquelle j'avais participé tout modestement, c'est-à-dire le génie électrique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Le Maroc place l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, parmi les priorités nationales, puisqu'on n'a pas d'énergie. Il faut bien, quand même, si on n'a pas d'énergie, il faut bien s'en sortir. Donc, aujourd'hui, le Maroc a un programme ambitieux d'énergie solaire thermique, pratiquement 2000 MW, un programme ambitieux d'énergie éolienne, 2000 MW, et vous avez bien vu à la télévision et dans beaucoup de journaux, etc., que les énergies renouvelables vont se développer d'une manière très importante au Maroc, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a 2 lois qui viennent d'être votées tout récemment, fin 2011, une première loi dédiée à l'efficacité énergétique, une seconde dédiée aux énergies renouvelables. Les 2 lois, par le contenu qu'elles englobent, y compris par les décrets qu'elles vont mettre en œuvre, ce sont 2 lois qui vont nécessiter des besoins en compétences de haut niveau. Les énergies renouvelables, ça ne s'improvise pas, ce sont des techniques qu'il faut maîtriser. Les décrets d'application vont générer aussi des besoins en compétences, et donc là, vous êtes aussi sur des pistes extrêmement importantes. Et je termine, si vous permettez, par la filière météorologie. Pour vous dire, tout simplement, le Maroc dispose d'un atlas de l'énergie solaire, d'un atlas d'énergie éolienne, et tout récemment, le Maroc vient d'élaborer ce qu'on appelle une carte de zonage climatique. Le Maroc est subdivisé en 6 zones climatiques, et chacune de ces zones climatiques est établie à partir des données de la météorologie nationale, c'est-à-dire, comme je le disais en début de mon intervention, l'approche n'est plus une approche classique. Aujourd'hui, il faut une approche d'optimisation, une approche de réduction des coûts, une approche de maîtrise de la consommation d'énergie, et pour cela, il faut avoir des outils. Quels sont les outils? Ce sont les données de la climatologie, ce sont les données du bâtiment, les matériaux de construction, isolation, la conception, orientation, etc. Et le tout, aujourd'hui, est géré par des logiciels, notamment dynamiques, des logiciels dynamiques, qui permettent d'optimiser les bâtiments. Je pense que je m'arrête. Franchement, je vous ai écouté personnellement avec beaucoup de plaisir, et à voir aussi l'intérêt que la salle portait à vos propos. On ne peut que vous remercier, docteur. Vous voyez, ils répondent à ma place, de par leur applaudissement. C'est fantastique en fait de voir une salle aussi dynamique et aussi intéressée, et aussi pleine surtout. Alors, pour essayer de résumer en fait vos riches propos, docteur, je vais essayer quand même en fait je pourrais dire que vous avez parlé des hard skills, c'est-à-dire en fait des compétences techniques nouvelles qu'on se doit de réunir pour les métiers du futur. J'ai essayé de les résumer. On commence déjà en fait par la notion du génie civil, parce qu'il y a un besoin réel au Maroc aujourd'hui déjà. Il y aura le besoin très bientôt, et il y aura le besoin aussi dans le futur
futur, et c'est un besoin qui est aussi exportable. N'oubliez pas en fait que quand on parle aujourd'hui de pays, on parle de leadership régional. Le Maroc est en train de bâtir un leadership régional, non seulement sur la rive sud de la Méditerranée, mais aussi et surtout en fait sur la zone Afrique de l'Ouest. C'est des pays qui sont en train d'être bâtis en ce moment. C'est des pays qui auront besoin, dans 10 ans, dans 15 ans, voire même dans 5 ans, des mêmes choses dont le Maroc a besoin aujourd'hui. Donc vous pouvez même facilement faire l'extrapolation, c'est-à-dire de génie civil, de routes, d'aéroports, mais aussi de logements, comme le docteur l'a très bien dit. Donc franchement, c'est un domaine sur lequel vous pouvez vous investir réellement. L'Afrique, elle aura besoin des compétences dans ce domaine. Et je peux vous dire, en fait, par ma modeste expérience africaine, que ça paye très bien. Alors, deuxième point, c'est l'énergie. Le docteur l'a si bien mentionné, même si le Maroc il dispose de certaines ressources énergétiques, notamment gazières, et dans une moindre mesure aussi pétrolières, d'autres en fait demeurant à vérifier, l'énergie renouvelable est le futur. Même en Europe, vous verrez aujourd'hui qu'il y a des planifications en fait, pour faire de cette zone en fait, de l'Afrique du Nord, faire des grands programmes tels que des ATEC, etc., pour profiter du soleil qui est dans ces régions-là et commencer à l'exporter à moindre mesure. Aujourd'hui, on a des gazoducs qui relient l'Afrique du Nord à l'Europe. Demain, ce seront en fait des câbles reliant le désert et les panneaux solaires à l'Europe. Troisième point aussi très fondamental, c'est la météorologie, n'est-ce pas docteur? C'est de cela en fait dont vous avez parlé. Aussi un domaine en fait qui est en pleine expansion. Et franchement, je ne peux que vous saluer en fait pour vous positionner par rapport à ces 3 points. On a parlé un peu des hard skills. À ma gauche, j'ai un grand expert dont le parcours fut riche, et de par en fait les secteurs dans lesquels il s'est investi, et de par en fait l'importance des postes qu'il a occupés et qu'il continue d'occuper toujours. Et ce que je peux vous assurer chez Dr Koppel, en fait, c'est qu'il est vraiment heureux d'être là. Je vais lui demander déjà de nous parler un peu de son propre parcours, et notamment des capacités humaines, des soft skills, communication, capacité de gestion, capacité de mobilisation des hommes et des femmes, ainsi que d'autres en fait, capacités techniques dont lui, il a eu besoin pour réussir et pour arriver au poste qu'il est aujourd'hui. Je vous en prie. Alors moi, je vais vous parler de ma modeste expérience. Aussi modeste qu'elle est de 25 années de travail, hein, j'ai quand même 50 ans, hein, je ne les fais pas, mais j'ai quand même passé 25 à 26 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs d'activité. Comme aujourd'hui on est dans la pluridisciplinarité, j'ai démarré ma carrière avec un court passage justement à l'école Hassania en tant qu'enseignant d'électromagnétisme. Et puis, bon, c'est pour une courte période, j'avais 23 ans, j'avais des élèves ingénieurs qui avaient pratiquement le même âge que moi, je me suis dit, je ne suis pas fait pour l'enseignement. Je pense 23 ans, et donc c'est déjà professeur à une grande école comme Hassania, ça s'applaudit. Je répète, c'est pour un court passage. Alors, je me suis converti aux nouvelles technologies de l'information. Ça ne s'appelait pas comme ça, j'ai intégré SS2I, une société de services informatiques. On était une quarantaine d'ingénieurs issus de divers horizons, de différentes écoles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation spécialisée en nouvelles technologies de l'information. Et nous avons tous réussi, quand je revois ces 40 ingénieurs, ils sont tous à la tête d'entreprise avec des postes de responsabilité. Et donc on s'est retrouvés à faire beaucoup d'informatique, alors que l'informatique pour nous c'était un outil, disons, de travail au niveau de notre formation à l'école d'ingénieur. Parce que bon, l'école que j'ai faite c'est une formation polyvalente. Et puis au bout de 5 ans, je vous assure que je suis devenu une référence en termes en tant que consultant en informatique dans les années 80, début des années 90. Je suis resté une dizaine d'années dans ce secteur. Et petit à petit, j'ai abandonné, j'ai même oublié un peu la technicité, toutes les matières que j'ai fait au niveau de l'école d'ingénieur, que ce soit de la thermodynamique, la résistance des matériaux, tout ce que aujourd'hui pour moi c'est des têtes de chapitre et je suis incapable d'en parler comme le docteur. Et puis 15 ans après, j'ai eu l'opportunité, en tant que prestataire de service justement, j'arrive dans une entreprise qui est une filiale de la Somaka et on me propose le poste de directeur général dans un secteur d'automobile où je ne connaissais strictement rien. On m'a dit non, c'est pas grave, vous connaissez le système d'information de l'entreprise, on vous propose le poste de directeur général avec un super salaire, avec des avantages très intéressants. Et j'y suis resté, ça fait 15 ans que je suis dans ce secteur, et j'étais amené au fur et à mesure
de migrer petit à petit de la technique vers du management, vers de la finance, et aujourd'hui je me considère plus financier qu'ingénieur. Tout ça pourquoi? Parce qu'au niveau de la formation qu'on a eue au niveau de l'école d'ingénieur, c'était une formation de base qui permet à l'ingénieur de s'adapter à plusieurs domaines d'activité. On nous apprend et on nous entraîne à résoudre des problèmes, à trouver des solutions à des problèmes complexes, tout ça avec un esprit d'analyse. Cet esprit d'analyse qu'on a développé chez nous, et chez vous aussi, pour permettre à l'ingénieur de s'adapter aux changements socio-économiques que connaît notre pays et les mutations que connaît le monde. Et donc pour réussir dans la carrière, il faudrait être doté en plus des connaissances et des capacités techniques et scientifiques, mais d'autres disciplines transversales. Il y a des disciplines transversales de caractère scientifique comme les statistiques, les outils de la décision, la modélisation, mais il y a aussi des disciplines transversales qui ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire les sciences humaines, le management, les langues étrangères. Aujourd'hui, c'est des disciplines qui sont très demandées pour, disons, la réussite de la carrière d'un ingénieur. Et donc l'ingénieur, au cours de son parcours professionnel, est amené à quitter petit à petit, disons, le technique pour faire plus de management et s'occuper de postes de responsabilité. Et il doit être rodé à ces techniques de management qu'on n'apprend pas à l'école de notre époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, depuis une dizaine d'années, une prise de conscience au niveau des écoles d'ingénieurs. On assure un minimum de formation, disons, en sciences humaines, en langue, en management, et c'est important. Tout ça pour vous dire, il ne faut pas abandonner le technique, mais les 10 premières années sont importantes, et c'est là où on pratique un peu tout ce qu'on a appris à l'école, mais aussi, moi je considère les 5 premières années après l'école d'ingénieur comme si on a fait une deuxième école d'ingénieur. Parce qu'on est rodé, on est confronté à la réalité du terrain, on est confronté au monde de l'entreprise, et ça ne s'apprend pas à l'école. C'est vrai qu'au cours du parcours, il y a des stages obligatoires, mais ces stages, c'est pas la même chose que lorsqu'on a des responsabilités, on n'a pas droit à l'erreur. Je pense que les 5 premières années, je vous invite à vous